Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine. J'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler de la situation internationale en Ukraine, en Palestine évidemment, mais aussi sur la situation d'embrasement du conflit au Proche-Orient. On va parler de la criminalisation de toutes les voies pour la paix. Nous allons parler évidemment de l'austérité et des annonces révoltantes qui ont été faites par Gabriel Attal sur l'éducation nationale. Et puis, on parlera aussi souveraineté sanitaire avec notamment la question des médicaments. Générique. Alors, pour commencer, bien sûr, je veux parler de la situation internationale qui continue d'occuper une grande part de la scène politique à raison. Et d'abord, je voudrais commencer par l'Ukraine, puisque a été annoncée, à l'initiative de l'Allemagne, de la Suisse et de la Chine, une conférence pour la paix qui se tiendra en juin sur la question de l'Ukraine, conférence à laquelle Zelensky a d'ores et déjà annoncé qu'il allait venir participer à cette conférence pour la paix. Pour l'instant, Poutine n'ayant pas répondu à cette conférence pour la paix. Pour nous, c'est important parce que ça tord le cou à toutes celles et ceux qui disaient qu'il n'y aurait pas d'issue diplomatique possible à cette guerre qui a été provoquée par la Russie de Vladimir Poutine. Donc, c'est la preuve qu'il est possible, qu'il est souhaitable d'avoir une issue diplomatique à cette guerre pour pouvoir sortir avec des garanties mutuelles du côté de la Russie et du côté de l'Ukraine. Et puis, c'est aussi la preuve qu'à chaque fois, Emmanuel Macron nous fait honte à l'international, puisque, comme d'habitude, il est complètement à côté de telles initiatives, alors que la France aurait pu être une voix indépendante au service de la paix. C'est ce que nous voulons pour notre pays, et c'est exactement le contraire de ce que fait Emmanuel Macron, puisqu'à chaque fois qu'Emmanuel Macron prend la parole, il se fait immédiatement désavouer quasiment par le monde entier. Donc ça, c'est une chose importante qu'il va falloir suivre avec cette conférence pour la paix annoncée pour juin. Ensuite, évidemment, je vais parler de la situation en Palestine. Parce que en Palestine, et notamment à Gaza, la situation continue d'être absolument horrifiante. Et notamment, ont été découverts des charniers de corps dénudés, donc de Palestiniens, qui ont été torturés, parfois mutilés, puis ensuite exécutés pour être mis dans ces charniers. L'ONU a demandé une enquête internationale sur ces charniers, mais ça montre, là encore, les franchissements dans l'horreur qui ne cessent d'être passés. Et puis, vous avez vu, donc, à la fois, le génocide continue toujours à Gaza, mais en même temps, le risque d'embrasement du conflit prend un tour de plus en plus grand. Rappelez-vous, il y avait d'abord eu, et d'ailleurs, il y a eu peu de condamnations sur cette attaque de la part de Netanyahou, il y avait d'abord eu un bombardement du consulat iranien en Syrie qui avait provoqué 16 morts avec une frappe israélienne. Suite à cela, l'Iran a décidé de riposter avec des drones et des missiles qui ont été envoyés et qui n'ont pas fait de mort puisqu'ils ont été interceptés avant. Et on ne sait pas exactement si Israël a riposté ou pas, on ne sait pas exactement quel est le niveau de la riposte qui aurait été fait, mais vous comprenez bien que d'une riposte à une autre riposte à une autre riposte, ensuite c'est l'escalade que plus personne ne peut contrôler. Et là, je suis très inquiète parce que je viens d'apprendre que Netanyahou a annoncé qu'il lançait une offensive sur le Liban. Je le rappelle, Jean-Luc Mélenchon s'était rendu au Liban justement pour alerter sur le risque de régionalisation du conflit et le risque de catastrophe dans la catastrophe si cette guerre continuait à s'étendre sur l'ensemble de la région et embraser l'ensemble de la région. Je le redis ici solennellement, nous, insoumis, c'est notre rôle de dire « pas touche au Liban ». Pas touche au Liban et cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et d'ailleurs, il y a eu la semaine dernière un vote au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'adhésion des Palestiniens à l'Organisation des Nations Unies. C'était une résolution que moi j'avais portée pour le groupe insoumis, à la fois que la France reconnaisse l'État de Palestine et qu'elle agisse diplomatiquement pour le faire reconnaître ensuite au sein de l'Organisation des Nations Unies. Ce vote a eu lieu la semaine dernière et une nouvelle fois, ce sont les États-Unis qui ont mis leur veto à l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies, ce qui a donc rendu défavorable le vote au Conseil de sécurité. La France a voté pour, et je salue le fait que la France ait voté pour cette reconnaissance de l'État de Palestine au niveau de l'ONU. Mais là où vous voyez les hypocrites, c'est que Emmanuel Macron a déjà la possibilité, comme vient de le faire d'ailleurs tout récemment la Jamaïque, de reconnaître immédiatement l'État de Palestine, et ce de manière unilatérale, pour envoyer un symbole et un signal fort pour la paix.
Ce que ne fait pas Emmanuel Macron, il ne cesse de dire ce n'est pas un tabou, mais il ne le fait pas. Donc il faudrait que la France commence par reconnaître, comme l'on fait maintenant avec la Jamaïque, 139 pays, l'État de Palestine, pour là aussi contribuer à la paix comme nous voulons que notre pays puisse le faire. Vous avez remarqué directement que suite à ce vote positif de la France, le CRIF a communiqué pour condamner la position française et l'ambassadeur israélien a convoqué la France sur ce vote qui avait été fait. Eh bien, je le dis, la France a eu raison de voter pour et maintenant elle doit reconnaître l'État de Palestine parce que c'est le moment de faire craquer et d'isoler internationalement Netanyahou qui est de plus en plus faible et de plus en plus isolé sur la scène internationale mais aussi sur la scène nationale puisque les manifestations continuent fortement en Israël. Ici en France, vous observez un nouveau maccarthisme qui se fond sur toutes les voix qui parlent en faveur de la paix, qui s'opposent au génocide des Palestiniens. Ça a commencé avec ce syndicaliste CGT, qui n'est pas juste un syndicaliste, qui est le secrétaire départemental du Nord de la CGT, qui a d'abord été perquisitionné à 6 heures du matin chez lui pour avoir juste écrit un tract sur les droits du peuple palestinien et qui s'est retrouvé en procès. Jean-Luc Mélenchon s'était là aussi rendu pour le soutenir dans le Nord au moment où ce procès se tenait. Et la semaine dernière, nous avons appris que Jean-Paul Delesco avait été condamné à 1 an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. C'est gravissime dans ce pays qu'un syndicaliste pour un tract se fasse condamner à 1 an de prison avec sursis. Ensuite, ça a continué par différentes personnalités militants engagés qui eux aussi ont eu des apologies du terrorisme qui ont été attentées contre eux. Puis des conférences que tenaient notamment Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan qui ont été annulées à Bordeaux, à Rennes dans une université, alors qu'il n'y avait aucune menace et ça a été prouvé derrière, puis jusqu'à Lille où d'abord la conférence de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan a été annulée dans l'université suite à des pressions qui viennent de l'extrême droite, de Renaissance, de la droite, mais aussi du PS et notamment de Jérôme Gage, qui ont contribué à mettre une pression tellement forte, reconnue par l'université, au point que le président de l'université a cédé à ces pressions et a donc annulé une conférence, ce qui est incroyable en termes de liberté d'expression dans un lieu où justement l'université est normalement un lieu de débat, de pensée, d'émancipation intellectuelle et où on apprend justement à devenir citoyen en confrontant les idées. Donc c'était un événement gravissime. Nous avons déplacé la conférence en disant que nous n'acceptions pas la censure des voix de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan en pleine campagne électorale pour les européennes. Et même dans une salle privée, de nouveau, c'est la préfecture qui a, elle, interdit que puisse se tenir cette conférence. Nous l'avons quand même tenue et je suis fière que nous n'ayons pas baissé la tête et de dire que nous ne nous taiserons pas face à ces manœuvres qui ne visent qu'à faire qu'une chose, c'est-à-dire silencier les voix pour la paix et faire en sorte que toutes les voix qui s'élèvent contre le génocide soient réduites au silence. Donc nous avons organisé en urgence une manifestation sur une place publique pour redire que nous n'acceptons pas ces abus de pouvoir et que nous continuerons de nous battre sur cette question. Et je le dis à toutes celles et ceux qui se taisent en ce moment, qui ont des silences complices pour probablement des raisons électoralistes la plupart du temps. D'abord, ça a été la LDH à qui le gouvernement a dit qu'il allait couper les subventions. Ça a été les soulèvements de la terre dont ils ont demandé la dissolution et sur lequel ils ont échoué. Ça a été, etc., etc. On pourrait continuer toutes les attaques qui sont faites sur les associations, sur les syndicalistes, sur les militants politiques et ce depuis des années. Toutes celles et ceux qui se taisent, ce sera votre tour après. Donc il faut réagir maintenant. Et il ne faut pas banaliser aucun des abus de pouvoir de ce qu'est en train de faire ce régime. Je le dis d'autant plus qu'on a une inquiétude et des alertes de plus en plus forte au niveau international. Le dernier en date est celui d'Amnesty International qui s'inquiète justement de l'érosion des libertés publiques et des droits fondamentaux dans notre pays et il ne faut pas banaliser ces attaques contre nous. Donc il faut réagir. Il faut faire en sorte que partout il y ait de la défense de nos libertés publiques, de la démocratie, parce que c'est de cela dont il est question. Ensuite, je voudrais quand même vous parler d'une bonne nouvelle puisqu'on a quand même gagné sur un abus de pouvoir. C'est celui qui a été fait par Monsieur Darmanin et donc ce gouvernement sur la marche contre le racisme et l'islamophobie. Il a d'abord fait un arrêté
pour interdire cette manifestation. Alors dans l'interdiction, pourquoi c'est interdit, vous trouvez des choses absolument incroyables. Bon, en expliquant que les policiers sont mobilisés ailleurs, en expliquant que comme c'est une marche contre le racisme et l'islamophobie, du coup forcément il y aurait des propos ou des actes antisémites qui seraient faits dans cette manifestation. Donc c'est là aussi une forme de racisme en fait, de considérer que des gens qui viendraient se battre contre le racisme en propageraient un autre. Qui croit ça dans notre pays? Et puis que la situation sur la Palestine étant tellement tendue, cela créerait des divisions dans le pays et donc potentiellement des appels à la haine, alors que justement, si nous faisons ces manifestations, c'est justement pour redire que les voix pour la paix ne se tairont pas et qu'elles sont même majoritaires dans le pays. Et la deuxième chose, que nous voulons être les garants de l'unité du peuple français, parce que nous, contrairement à l'extrême droite et à un certain nombre de la classe politique, nous ne confondons pas une personne de confession juive avec un soutien inconditionnel à l'extrême droite de Netanyahou ou des gens qui commettent eux-mêmes le génocide en étant sur place en Israël. Et nous refusons qu'on trie dans le peuple français les gens selon leur religion, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou encore leur genre. Voilà ce que nous faisons en faisant cette marche contre le racisme et contre l'islamophobie et pour la protection de tous les enfants. Alors ils ont fait un arrêté, on a été au tribunal administratif, le tribunal administratif nous a donné une première fois raison. Et puis, dimanche, alors que la manifestation commençait à 14h, ils ont fait un recours devant le Conseil d'État qui a commencé à 13h30. Donc la manifestation a commencé alors que le recours était examiné devant le Conseil d'État. Eh bien, à 16h30, alors que des milliers de gens étaient en train de manifester, à 16h30, de nouveau, le Conseil d'État nous a donné raison en disant que ce que faisait ce gouvernement était une atteinte grave au droit de manifester et donc que Darmanin et Macron, en tentant d'empêcher cette manifestation, étaient en quelque sorte des hors-la-loi. Eh bien, je suis fier que nous ayons gagné par 2 fois sur la tenue de cette manifestation qui, par ailleurs, s'est tenue dans une dignité incroyable et qui a permis de rassembler des milliers et des milliers de gens qui ne supportent pas dans ce pays qu'on essaye de trier les gens les uns contre les autres et de les monter les uns contre les autres. Donc ça, c'était une victoire contre les abus de pouvoir. Nous devons en obtenir d'autres et pour cela, il faut une mobilisation populaire extrêmement forte sur la question des libertés publiques. Et la semaine dernière, je le dis d'autant plus que c'était aussi les 100 jours de Gabriel Attal à Matignon. Et donc, pour cela, il a essayé de faire un grand plan de communication pour nous expliquer à quel point tout ce qu'il avait fait était extraordinaire. Et il a décidé de se rendre à Viry-Châtillon, en Essonne, là où, vous savez, un jeune adolescent est mort, Shamsdin, et je veux redire encore une fois mon affection à la famille et à ses proches face à ce drame insupportable. Et là, il a fait une série d'annonces. Alors, il a à la fois annoncé que maintenant, il y aurait de l'internat punitif, le collège obligatoire de 8h à 18h, des conseils de discipline dès l'école primaire et donc maternelle, l'attribution de diplômes selon des critères disciplinaires, la mention sur Parcoursup d'élèves perturbateurs, ce qui est une honte absolue, parce que c'est tout l'avenir de gosses qu'on est en train de mettre en jeu avec cette mention sur Parcoursup, le dossier Parcoursup, l'abaissement de la majorité pénale, donc qui s'attaque à la justice des mineurs, ou encore des sanctions pour les parents qui seraient des parents d'élèves perturbateurs avec un contrat qu'il voudrait leur faire signer. Déjà, ça veut dire qu'il érige au fondement de l'éducation la question justement à la fois de l'autorité et de son corollaire, la punition. Aucun pédagogue ne peut accepter ça. Ça ne peut jamais être les fondements d'une éducation. Et je vais aller plus loin. Gabriel Attal est responsable de la situation dans lequel est aujourd'hui le pays et notamment la jeunesse du pays. Et je parle y compris de l'hyperviolence que l'on voit à certains des endroits. Pourquoi? D'abord parce que Gabriel Attal préfère se protéger de la jeunesse plutôt que de protéger la jeunesse. Et je vais vous dire sur un des aspects dont je vous ai déjà beaucoup parlé, c'est celui de la protection de l'enfance, vous le voyez bien. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont tout détruit dans l'éducation nationale au point que l'éducation nationale est en train de s'effondrer. Au point que la France est championne d'Europe sur les classes les plus surchargées en France par rapport à tous les autres pays européens. Au point que maintenant vous avez un élève sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté, que vous manquez absolument de médecins scolaires, d'infirmières scolaires, de psychologues scolaires, d'assistants sociaux dans les établissements scolaires, et donc que vous manquez de tout. Et dans le dernier budget, ils ont de nouveau supprimé 1000 AED. Donc, ils suppriment toute la présence humaine qu'il y a autour des enfants dans les établissements scolaires. Mais ils ne font pas que cela. Ils détruisent la présence humaine qu'il y a aussi en dehors des établissements scolaires. Et notamment, je veux parler évidemment de la prévention spécialisée. Vous savez, ce qu'on appelle les éducateurs de rue.
J'en ai rencontré il y a pas longtemps dans la Vienne, à Poitiers, où j'étais en meeting, et ils étaient en grève. Pour quelle raison? Parce que le département a décidé d'enlever plus de 200 millions d'euros à leur budget. Ce qui veut dire qu'il y a 5 postes d'éducateurs dans un seul département qui va disparaître. 5 postes d'éducateurs, c'est 400 jeunes et leurs familles qui ne pourront plus être accompagnés. Et vous comprenez derrière que ce qui contribue évidemment à la prévention de la délinquance, c'est de la prévention spécialisée, mais surtout à la protection de l'enfance, est systématiquement détruit dans ce pays. Et après, que fait-on? Eh bien, uniquement de l'autoritarisme, à la fois sur les enfants et sur les parents. Et je l'ai dit maintes fois et je le redis encore une fois, le seul parent indigne, le premier parent indigne de ce pays, c'est d'abord et avant tout l'État, qui a en charge avec les départements les enfants de l'aide sociale à l'enfance, qui sont particulièrement vulnérables puisqu'ils ont souvent été exposés à des violences étant petits, et qui, quand ils se retrouvent sous la protection de l'État et des départements, se retrouvent exposés à une maltraitance institutionnelle qui est insupportable. Et notamment, je vous donne un seul chiffre. 13% des enfants placés seulement ont leur brevet des collèges contre 80% en moyenne. Quel est l'avenir de ces enfants? Et c'est pourquoi ils sont surreprésentés ensuite chez les personnes sans abri. C'est pourquoi ils sont surreprésentés, c'est plus de la moitié des mineurs de France qui se prostituent, qui sont des enfants placés. Voilà quels parents indignes et l'État, et ensuite il va remettre cela sur les familles, sur autre chose, alors qu'ils détruisent absolument tout. Il faut plus de présence humaine pour justement permettre aux jeunes de s'émanciper et non pas de les considérer comme des dangers à tout va. Voilà ce qu'il faut faire. Et je vais même aller un peu plus loin sur cette question. Le Rassemblement national a dans son programme depuis longtemps l'uniforme à l'école. Il en avait rêvé. Eh bien, Emmanuel Macron et Gabriel Attal l'ont fait, avec une expérimentation sur l'uniforme. Ils ont dans leur programme comme axe principal la question de rétablir l'autorité à l'école. Ils en avaient rêvé. C'est exactement le discours qu'a fait Gabriel Attal à Viry-Châtillon, leur donnant ainsi raison. Et de même, ils ont dans leur programme la question du tri social des élèves dès leur plus jeune âge. Ils en avaient rêvé. Là aussi, Gabriel Attal l'a fait, notamment avec la question du choc des savoirs qui n'a pas été discuté une seule fois à l'Assemblée et qui va faire qu'à partir de 11 ans, on trie les enfants selon qu'ils seraient faibles, forts ou je ne sais quoi, qui est la fin du collège unique dans notre pays, ce qui était là aussi le programme du Rassemblement national. Donc il n'y a pas que sur la loi immigration qu'ils sont en train d'appliquer le programme de l'extrême droite. Sur l'école, ils appliquent le programme de l'extrême droite et je vais vous dire s'il y a des manifestations un peu partout, de parents d'élèves, de la communauté éducative en général, nous les soutenons partout parce que nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on commence à dresser la jeunesse de France. Nous sommes d'accord pour qu'il y ait de l'humain qu'on remette autour de la jeunesse et pas de la répression à tout va. Et je vous alerte parce que ce qui se passe en Guadeloupe doit nous indigner toutes et tous. Le couvre-feu qui a été mis en place pour les mineurs en Guadeloupe est maintenant mis en place à Nice et à Béziers et pourrait s'étendre ensuite à d'autres endroits du territoire où la jeunesse serait juste considérée comme un danger. La jeunesse est l'avenir de notre pays et Emmanuel Macron est en train de bloquer cet avenir. Nous nous battrons pour eux, bien évidemment. Deuxième sujet sur lequel ils sont désastreux, c'est la question de la souveraineté sanitaire. Rappelez-vous, pendant le Covid, tout le monde a vu ce qui s'était passé. Bon, vous avez des ruptures de chaîne d'approvisionnement, donc vous vous retrouvez avec la France, honte absolue, qui est en train de se battre sur un tarmac pour obtenir des masques, parce que sinon on n'avait plus de masques, et puis on fermait les usines de masques, les très peu d'usines de masques qui en fabriquaient ici. De même, on s'est battu pour Luxfer, qui faisait des bouteilles d'oxygène qu'ils allaient fermer, etc., etc. Bon, au point que 80% des médicaments que nous avons en France sont des médicaments importés, alors qu'il y a quelques décennies, c'était exactement le contraire, c'est-à-dire il y avait seulement 20% des médicaments qu'on consommait qui, eux, étaient importés. Eh bien, cette situation va encore s'aggraver. Pourquoi? Deux choses. La première chose, le gouvernement est en train de laisser faire la vente de Biogarant à un revendeur indien. Biogarant, c'est ceux qui font l'équivalent de 32% des médicaments génériques en France. Donc c'est énorme, un tiers des médicaments génériques. Eh bien, il serait revendu à un Indien, et je vais vous dire ce que va en faire ce revendeur indien. Eh bien, il va tout simplement le détruire. Pourquoi? Parce que l'Inde est le premier producteur au monde de médicaments génériques, et donc ils n'ont aucun intérêt à garder Biogarant ici en France à faire cela. Donc c'est un danger très grave pour notre souveraineté sanitaire. Eh bien, l'État pourrait immédiatement mettre un veto sur cette vente, ce que nous ferions, et même plus loin, nous demandons un pôle public du médicament pour assurer la souveraineté sanitaire et donc en termes de médicaments de la France. Et deuxième chose qui est en train de se passer, c'est ce qui se passe chez Sanofi. Alors Sanofi, ils sont
partenaires des Jeux Olympiques, et ça c'est les syndicats qui ont fait ça, on peut d'ores et déjà dire qu'ils ont gagné la médaille d'or des licenciements. Pourquoi? Parce que Sanofi, donc qui est un groupe qui reçoit beaucoup d'argent public, notamment par le crédit impôt recherche où ils ont à peu près 130 millions d'euros d'argent public chaque année depuis des années, eh bien Sanofi, donc gavé d'argent public, a d'ores et déjà supprimé 10 000 postes depuis 2008 dans le groupe Sanofi. 10 000 postes. Ils avaient 11 centres de recherche, il n'y en a plus que 3. Donc ils sabotent absolument tout. Et là, ils viennent d'annoncer qu'il y aurait de nouveau des licenciements avec près de 300 chercheurs qui seraient licenciés, principalement à Vitry-sur-Seine, mais aussi à Gentilly et à Montpellier. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent abandonner sur la recherche? Parce que quand vous supprimez des chercheurs, des postes de chercheurs, ça veut dire que vous abandonnez de la recherche. Eh bien, après avoir annoncé d'abord qu'ils allaient abandonner le Doliprane, je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça veut dire, eh bien là, ils annoncent qu'ils vont abandonner la recherche sur le traitement du cancer. Le traitement du cancer, donc, on abandonne la recherche dessus, comme s'il n'y avait plus personne qui mourrait de cancer dans ce pays, alors que ça ne cesse d'augmenter, notamment avec les pollutions environnementales. Donc, ils abandonneraient ça, alors que l'Agence nationale de sécurité du médicament a redit encore récemment qu'il y avait des pénuries de médicaments sur le traitement pédiatrique des cancers, donc le traitement des cancers des enfants. Et l'Agence nationale de sécurité des médicaments explique elle-même dans son rapport que 30% des pénuries de médicaments dans notre pays sont dues à un manque de production dans notre pays. Donc la question est de savoir si on laisse Sanofi faire sa loi, supprimer des choses qui sont absolument essentielles à la nation, ou est-ce qu'on arrête Sanofi? Alors on peut le faire de plein de manières. Sanofi, on peut l'arrêter en disant on interdit les licenciements quand il y a des bénéfices qui sont faits, ce qui est le cas de Sanofi de manière très forte, et encore plus quand il y a des dividendes qui sont donnés aux actionnaires, puisque Sanofi donne 4 milliards d'euros par an à ses actionnaires. On pourrait faire en sorte de faire un pôle public du médicament, donc de nationaliser Sanofi. Ils ne veulent pas aller dans le sens de l'intérêt général, on les nationalise, et puis le petit pompon, vous verrez que là-dessus, qui est sur ce visuel, eh bien, il se trouve que c'est Monsieur Oudéa, mari de Madame Oudéa Castéra, et que Monsieur Oudéa est celui qui est le président du conseil d'administration de Sanofi. Vous voyez, on trouve les mêmes dangers absolument partout. Enfin, je voulais vous parler de 2 votes importants qui ont eu lieu cette semaine au Parlement européen. Le premier qui a acté les nouvelles règles budgétaires de l'Union européenne, ce qui est absolument dramatique puisque c'est ça qui explique le plan d'austérité jamais vu dans notre pays qu'ils sont en train de nous annoncer. Donc avec moins d'argent pour les services publics, moins d'argent pour les gens, moins d'argent pour les chômeurs, pour les malades, pour les retraités, etc., etc. Donc ce qui annonce un carnage social. Et donc le seul bulletin de vote le 9 juin, c'est celui de Manon Aubry pour justement lutter contre ce racket social, puisque nous sommes le seul groupe au Parlement européen qui n'a pas donné une seule voix à ces nouvelles règles budgétaires européennes qui sont désastreuses. Et puis le deuxième, et ça fait du bien, c'est une victoire de longue haleine, d'un combat qui a été mené par l'eurodéputée insoumise Laïla Chebbi, qui a enfin gagné ce mercredi la directive sur les travailleurs ubérisés des plateformes, donc qui, à la fois contre Uber et contre Macron qui s'est battu autant qu'il a pu comme bon VRP d'Uber contre cette directive, assure les mêmes droits aux travailleurs des plateformes que les autres droits des travailleurs, donc leur donne droit au salaire minimum, à la retraite ou encore au congé payé. Donc c'est une victoire, ça va changer la vie de millions de personnes dans l'Europe, et ça c'est une victoire insoumise. Et donc pour encore plus de victoires, c'est de nouveau une raison d'aller mettre un bulletin de vote pour Manon Aubry et la liste de l'Union populaire le 9 juin. Je rappelle que nous sommes sur la dernière semaine où on peut s'inscrire sur les listes électorales. Donc allez vous inscrire. Le gouvernement ne veut pas que vous alliez vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 1er mai en ligne pour vous inscrire, jusqu'au 3 mai dans votre mairie en vous déplaçant. Donc faites-le. Il y a 12 millions de gens qui sont non inscrits et mal inscrits, généralement parce qu'ils ont déménagé. Et 12 millions de personnes, évidemment, ça change l'ensemble d'une élection. Enfin, évidemment, vous avez dû entendre parler de la convocation que j'ai eue pour apologie du terrorisme. Cette convocation, je l'ai reçue lundi soir à mon domicile. Et cette convocation est gravissime pour plusieurs raisons. D'abord, elle est gravissime parce que c'est la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'une présidente de groupe parlementaire d'opposition se retrouve sous le coup d'accusations aussi graves, avec des accusations qui sont totalement fallacieuses, puisque ce qui m'est reproché est un communiqué de presse de mon groupe que nous avons fait le 7 octobre, qui appelait d'ailleurs dès le 7 octobre au cessez-le-feu. Donc,
C'est gravissime pour cette raison. C'est gravissime évidemment au-delà même de moi-même, de ce que ça veut dire pour la défense des droits fondamentaux dans ce pays, sur la défense de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression. Et donc c'est un enjeu démocratique énorme que nous avons devant nous. Et puis c'est gravissime parce que évidemment cette multiplication de convocations pour apologie du terrorisme ne vise qu'une chose: faire taire toutes les voix qui s'élèvent contre le génocide à Gaza. Évidemment, nous ne nous tairons pas. Évidemment, nous allons continuer à défendre nos libertés fondamentales ainsi que le droit du peuple palestinien à vivre libre et en dignité. Et nous continuerons de condamner de toutes nos forces ce qui est en train de faire l'extrême droite de Netanyahou. Je voulais, dans cette vidéo, je garde mon expression pour un peu plus tard, mais je voulais, dans cette vidéo, ça me tenait à cœur, vous remercier pour les milliers de messages de soutien que vous m'avez adressés, qui me touchent vraiment énormément. Et je voudrais vous remercier à vous qui suivez sur YouTube ce panorama, vous dire un immense merci puisque nous avons atteint 200 000 abonnés sur cette chaîne. Continuez de vous abonner et d'inviter celles et ceux que ça intéresserait. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt. Restez connectés parce qu'on vous tiendra au courant de la suite de cette convocation pour apologie du terrorisme. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur nous. On ne se taira pas et on ne baissera pas les yeux. Merci à vous.